Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se retrouve de nouveau, comme tous les mercredis, pour votre rendez-vous du Café Presse Politique afin d'aborder l'actualité de la semaine. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Feta Sadat. Madame, elle est avocate, mais elle se définit comme étant une défenseuse des droits humains. Merci infiniment, Merci Maître, Amira. d'être avec Merci nous. pour l'invitation. Merci à vous. Ainsi que Mahmoud Rachidi, secrétaire général du PST, qui est suspendu provisoirement. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Ainsi que Khelef Ben Hadda, journaliste. Merci pour l'invitation. Tout le monde est là, le politique, le journaliste et Maître l'avocate. Sans plus tarder, nous allons d'abord écouter l'édito de Sophia Harris et on se retrouve juste après. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Le sommet de la Ligue arabe touche à sa fin entre négociations et consensus. Que reste-t-il de la déclaration d'Alger? Un sommet qui se voulait fédérateur et qui aura au mieux servi à cerner l'étendue des divergences entre les pays arabes. Au final, une seule note positive, remettre la cause palestinienne au devant de la scène arabe, du moins le temps d'un sommet. Et alors qu'on se félicite du réveil de la diplomatie algérienne avec un Ramtan Lamamra au summum de son art, on gronde du côté des opposants politiques. Karim Tabou, militant politique, ne mâche pas ses mots. Il ne sera nullement question des droits de l'homme, ni des libertés, encore moins du respect des engagements internationaux des membres de cette organisation, a-t-il affirmé dans un communiqué. Le général-major à la retraite Ali Erderi sera rejugé sur décision de la Cour suprême. Nous aurions aimé, en tant que défense, que l'appel soit accepté sans renvoi afin que le docteur Erderi puisse quitter la prison, a déclaré maître Nabila Slimi, rappelant que Ali Erderi est en prison depuis juin 2019. Mais qui a peur du général-major à la retraite? L'affaire Abdelhamid Bouziza intrigue. Disparition depuis 15 jours. Les officiels nient son interpellation. Sa famille inquiète dénonce. Dans l'attente d'une version officielle sur les dessous de cette affaire, que relate cet incident sur le climat de psychose et de paranoïa qui règne? International in extremis, avec 50,9% des voix, Lula da Silva remporte les élections présidentielles au Brésil, élections qui l'opposaient au sortant Bolsonaro. Une campagne avec de sérieux risques de dérapage. Bolsonaro va-t-il accepter sa défaite? En tout cas, samba dans les rues de Rio à Sao Paulo, le retour du phénix du Brésil est vécu comme une victoire de la démocratie et du climat. La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Actualité donc dominée par le sommet arabe et la rencontre de nombreux chefs d'État ou de leurs représentants. Le coup d'envoi a été donné hier, le 1er novembre, à l'occasion du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. L'âme révolutionnaire a-t-elle plané sur ce sommet? Dans une interview donnée par le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamra, à la chaîne El Arabiya, cheville ouvrière de ce sommet, s'est dit satisfait de l'organisation et des préparatifs. Alger, beaucoup d'ambition que ce sommet soit celui du rapprochement, même s'il existe des divergences au sein du sommet. Et le chef de la diplomatie algérienne dit respecter ces divergences. Il faut le dire que ce sommet intervient après un long silence pendant les deux mandats de Abdelaziz Bouteflika où il fut malade. Il est clairement un petit peu tôt aujourd'hui pour parler d'un quelconque bilan, mais on peut d'ores et déjà se hasarder à donner notre avis sur ce sommet. Je donne la parole à Maître Feta Sadat. Les dames d'abord. Merci Amira, bonsoir tout le monde. Azzoul Filaouen. Avant de commencer, je dois d'abord, et je crois que vous serez d'accord avec moi sur ce point-là, rendre hommage, puisque nous sommes le 2 novembre, 68 ans après la déclaration du 1er novembre 1954. On ne peut occulter cette date, et donc nous rendons hommage à tous les martyrs pour l'indépendance de l'Algérie, et nous rendons également hommage aux martyrs de la démocratie
Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, c'était le jour où Hamza Kamel a été assassiné à la cité universitaire de Ben Aknoun. Donc, gloire à tous les martyrs, que ce soit les martyrs qui ont combattu et qui ont donné leur vie pour l'indépendance de notre pays, également à tous ceux qui se sont sacrifiés et qui continuent à se sacrifier pour asseoir un état de droit dans notre pays. Maintenant, en ce qui concerne cette première question, très intéressante par ailleurs, le sommet des pays arabes vient de s'achever, une résolution a été énoncée. Qu'en est-il de la suite? Moi, à mon avis, la question qui se pose, ce n'est pas tant le contenu de cette résolution, c'est l'après de la résolution. Car il est très facile d'émettre de simples déclarations, ce qu'on peut appeler des déclarations d'intention, des vœux pieux, mais le problème crucial, c'est de voir qu'en est-il par la suite de l'effectivité du contenu de cette dernière. Il ne faut pas oublier que la Ligue arabe existe depuis 77 ans. On devrait déjà commencer par faire le bilan de ce qu'a arraché ou de ce qu'a réalisé cette Ligue arabe lorsque nous voyons que le monde arabe est divisé, le monde arabe, l'ensemble des pays sont dans des conflits insondables, ils sont en train de se dépêtrer dans des problèmes économiques, dans des problèmes sociaux, dans des problèmes liés aux droits humains, d'une manière inimaginable. Donc on se pose la question, cette Ligue qui a failli à sa mission depuis 77 ans, se peut-il, par quel tour de magie, n'est-ce pas, c'est le cas de le dire, peut-elle, en vertu d'une simple déclaration qui a été lue aujourd'hui, peut-on passer d'un monde à un autre? Donc la question qui se pose, je le répète, ce n'est pas tant le contenu, certainement que le contenu, et nous l'avons vu, est très riche, il se déporte sur l'avenir, on va faire, on va réaliser, on va concrétiser, mais là on demande à attendre, on demande à voir la suite. Donc là, qu'en est-il? Le problème qui se pose, à mon sens, ce n'est pas tant de prendre une déclaration, ce n'est pas tant d'avoir enfin pu tenir le sommet des pays arabes, ce n'a pas été facile, n'est-ce pas? Mais au-delà des formalités, au-delà du formalisme, de la tenue de cette rencontre, qu'en est-il de l'avenir des pays arabes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont en train de se dépêtrer dans des conflits insondables et dans des problèmes majeurs et importants, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan également des droits humains. Les droits humains. Monsieur Mahmoud Rachidi, est-ce que ce sommet va rester, comme le dit Maître Sadat, uniquement des vœux pieux? La déclaration d'Alger est tombée aujourd'hui, ça a été la clôture de ce sommet. Votre avis, bilan? Bien, merci. Bon, pour commencer déjà, je dois, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure en introduisant, disons, nous présentant pour ce débat, donc je suis là à titre de, malheureusement, de militant politique. Et non pas comme secrétaire général du PST, puisque vous l'avez signalé, le PST donc est suspendu depuis la décision du Conseil de l'État qui a été rendue en avril 2022. Et donc nos activités sont suspendues, nos locaux sont fermés par cette décision. Et donc je suis là donc à titre de militant politique que je suis. Ça pour commencer. Le deuxième des choses, c'est que nous sommes effectivement, comme l'avait souligné Maître Sadat, entre le 1er et le 2 novembre, qui sont deux dates donc historiquement pour nous qui représentent quelque chose de très précieux sur le chemin du combat de notre peuple déjà pour l'indépendance, le 1er novembre, et qui voulait dire l'indépendance, qui veut dire quelque chose de très important, et que aujourd'hui, donc, pratiquement, on vient de célébrer le 60e anniversaire de notre indépendance, et pendant 60 ans, c'est-à-dire le bilan de la situation des libertés, la situation économique, la situation sociale, la situation tout court de notre pays mérite évidemment
d'être revisité pour dire que la situation est loin de correspondre aux aspirations pour lesquelles, justement, le peuple algérien s'est soulevé, et nos martyrs sont morts, etc., notamment sur le plan des libertés, sur le plan de la justice sociale particulièrement. Aussi, le 2 novembre, comme l'avait souligné, il se trouve que l'histoire a fait qu'à l'époque, j'étais étudiant et j'ai fait partie des étudiants qui ont été à Ben Aknoun pour tenter de construire ce comité d'étudiants de la cité, le CUTA, la cité universitaire Talb Abdelrahman de Ben Aknoun. Et donc le 2 novembre 1982, j'étais là, j'avais 20 ans, 21 ans, et le but c'était d'organiser une assemblée générale des étudiants, comme vous le savez, pour élire un nouveau comité, mais le comité qui était là déjà depuis 3-4 ans, qui refusait justement son renouvellement qui est censé se faire chaque rentrée, etc. Et donc il y a eu cette confrontation avec donc des militants islamistes, il faut les nommer, qui sont venus, de façon, des extra-universitaires, etc., qui sont venus. Je comprends même. Et il y a eu donc l'assassinat, enfin il y a eu plusieurs blessés, etc. Et l'assassinat particulièrement de notre ami et camarade d'ailleurs, Kamel Hamzal, qui faisait partie Donc c'est l'anniversaire voilà. aujourd'hui. Voilà, donc il y a 40 ans, Ouais. il y a 40 ans de son assassinat, et on doit lui rendre hommage, et on doit rendre hommage à tous les militants aussi, donc de cette époque, qui a donné ensuite octobre, qui a donné Oui. les ouvertures, disons, On plus ou moins peut démocratiques, retourner et les remises en cause au d'aujourd'hui. bilan. D'accord. Pour revenir à votre question rapidement, Oui. c'est que, de notre point de vue, c'est que le sommet arabe et ceux qui se sont réunis dans ce sommet arabe, de notre point de vue, ne sont pas représentatifs des peuples de cette région dite arabe. Parce que, généralement, c'est-à-dire on a affaire à des régimes qui sont autocratiques, à des régimes qui ne sont pas démocratiques, à des régimes plutôt répressifs, etc. Et donc, de notre point de vue, cette réunion, elle a beaucoup plus essayé, c'est-à-dire de trouver le mesheml, comme ils disent, de ces régimes. Et non pas le mesheml des peuples... D'essayer de trouver un consensus entre ces différents pays, malgré les divergences. Ces régimes. Donc, c'est-à-dire, on essaie de distinguer entre les régimes et les peuples. Bien etc. sûr. Donc, c'est ce que j'essaie de dire, de notre point de vue. Et donc, de ce point de vue, si effectivement, dans l'histoire, la Liga arabe, vous avez tout à l'heure, à juste titre, rappelé qu'elle s'était constituée en 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre, et que dans ce contexte historique, il y avait cet élan, disons, de lutte des peuples pour l'indépendance, pour la révolution contre le colonialisme, etc. Et effectivement, cette période, elle était marquée par ce qu'on appelle d'ailleurs le nationalisme arabe, par le nasserisme, par le ba'thisme à l'époque qui était aussi, c'est-à-dire en vogue. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, cette organisation, en tout cas ce qu'elle voulait représenter, correspondait à un moment donné à quelque chose de progressiste, de notre point de vue dans l'histoire, puisqu'il s'agissait de libérer le pays, etc., etc. Et donc le nasserisme, tout ça, comme je l'ai noté. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, alors qu'il y a 70 ans, il y a 60 ans, le combat était pour la libération des pays de la région, du joug colonial, le combat pour l'émancipation des peuples, et dans le sens du progrès, etc. On se retrouve aujourd'hui avec la moitié de ces pays qui se sont réunis hier et aujourd'hui, et ont fondé des relations diplomatiques, voire des coopérations militaires, etc., avec Israël. Et Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire les États-Unis, ça veut dire une puissance coloniale dans la région, au détriment du peuple palestinien, etc., pour lesquels nous renouvelons nos solidarités, Justement, la etc. question palestinienne a occupé quand même une bonne partie. Oui, et donc il va falloir dire que il est vrai qu'on le veuille ou pas, même si le régime en Algérie fait partie de ces régimes, hein, c'est-à-dire nous considérons aussi qu'en Algérie, le régime n'est pas démocratique. Il est antipopulaire, puisque la situation des libertés, on y reviendra, si j'ai bien compris tout à l'heure dans l'émission, on va en parler sur ces contradictions, et que d'ailleurs, le front intérieur par rapport à des menaces extérieures, etc., qui se fait en interdisant au peuple de s'exprimer, en interdisant aux militants que nous sommes de pouvoir nous organiser et exprimer nos points de vue, etc. Donc, de ce point de vue, on est loin d'être dans ce discours. Donc ce discours ne reflète en rien les faits sur le terrain de ces régimes, et notamment le régime algérien. Quand bien même le régime algérien, nous pensons effectivement que l'onde historique de la guerre de libération, puisqu'on parlait de novembre, maintient encore quelque part le régime algérien dans un rapport différent aux puissances étrangères par rapport à d'autres régimes arabes.
Le régime algérien, ce n'est pas le régime marocain, qui est inféodé complètement ce qu'on appelle l'impérialisme, il faut le nommer, ou dans ses relations avec Israël, comme on le sait, etc., ou d'autres régimes égyptiens ou ailleurs. Donc, comme il y a même le régime algérien, il s'appuie un petit peu sur cette ande, etc., mais il y a un processus, en quelque sorte, de normalisation qui va dans le sens de sans les libertés, sans la mobilisation indépendante et libre des peuples contre les puissances, etc., on ne peut pas construire de front intérieur, et inexorablement, on va aller dans le sens d'abdiquer, et c'est ce que nous combattons, c'est ce que nous considérons comme danger dans les mois et dans les années qui viennent. Monsieur Ben Hadda, votre avis, votre point de vue de journaliste sur le bilan de ce sommet arabe qui se clôture aujourd'hui? Je commencerai par une phrase que j'ai repérée dans le discours du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, cet après-midi, dans son allocution, dans sa déclaration. Il a dit que je souhaiterais l'application des résolutions des précédents au sommet. Absolument. Ça veut dire que déjà les précédents sommets, que ce soit en Tunisie en 2019 ou depuis 1945, ça n'a jamais sont restés lettres mortes. Lettres mortes, ça n'a jamais été appliqué, ça n'a jamais été. C'est juste quand on lit même les résolutions d'aujourd'hui, toujours c'est des phrases qui commencent par encourager l'union entre les Arabes, encourager le travail collectif, encourager, c'est tout. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de décision directe, concrète. Donc ce sommet arabe, il est plus, à mon sens, dans l'intérêt du pouvoir algérien, qui lui donne une certaine, je dirais, un certain prestige, un certain retour à la scène internationale que sur les Arabes, parce que franchement, et ils savent eux-mêmes. D'ailleurs, ils n'ont pas, certains dirigeants, ils n'ont pas voulu perdre du temps à venir à un sommet, perdre 2 jours. Pour rien, donc ils savent qu'il n'y a rien. Moi, ce qui m'a, avant de parler sur le fond, sur les résolutions, ce qui m'a outré, c'est que d'organiser le 1er novembre. C'est la deuxième fois que le pouvoir algérien occulte le 1er novembre. C'était en 2020 pour 2021 pour le référendum, la Constitution. Et là, en 1er novembre, quand même, le 1er novembre, ça rappelle quoi? C'est les valeurs, c'est l'engagement, c'est le militantisme, c'est une révolution. Un 1er novembre réapproprié par la rue et par les Algériens. Exactement. Le 1er novembre en 2019. Exactement. Oui. Mais surtout, les valeurs du 1er novembre sont totalement, diamétralement opposées aux valeurs de ceux qui se sont réunis aujourd'hui et hier à Alger. Donc les pays arabes, ils sont tous connus pour leur dictature, pour leur répression, pour leurs crimes contre l'humanité dans plusieurs pays. Donc comment se fait-il, je sais pas, les cercles, je ne vais pas dire Tebboune ou certains cercles qui sont quand même toujours nationalistes au sein du régime algérien, comment ils ont accepté de ramener quand même des dirigeants qui font de la dictature, de la répression, du crime, tout ça, et essayer d'effacer les valeurs. Peut-être essayer de les nourrir, non, des valeurs du 1er novembre. Impossible. Impossible. Une dictature ancestrale dans les pays arabes avec les valeurs du 1er novembre, ça m'a vraiment outré. C'est la deuxième fois que le pouvoir fasse ça. Par contre, j'aurais aimé, et je souhaiterais, pour parler juste superficiellement du rendez-vous, j'aurais aimé, et ça serait plus bénéfique, de voir un sommet du Grand Maghreb, un sommet des pays nord-africains. Là, peut-être, ça aurait donné un résultat, surtout l'union du Grand Maghreb, ça aurait donné un résultat. Mais là, un sommet des pays arabes qui ne donne rien, ça a été bénéfique pour le régime algérien. Ça lui donne de la légitimité internationale surtout. Alors on a quand même espéré une certaine une rencontre entre les dirigeants marocains et le dirigeant algérien. La preuve du non-sens de ce sommet, c'est tous les regards sont braqués vers la rencontre algéro-marocaine. Tout le monde attendait. Même les médias français, quand on lit, ils ont tous en une, en l'absence du Maroc, ensuite ils lancent l'info. En l'absence du roi, ils lancent l'info. Tout le monde attendait à ça. Le Maroc était quand même représenté par son ministre des Affaires étrangères qui a une poignée de main avec le président algérien. Si tu permets, s'il te plaît,
sur cette question qui occupe quand même la scène politique nationale et également internationale, sur ce fameux sommet des pays arabes, j'aimerais rajouter quelque chose, puisque la question qui nous est posée, c'est de réagir par rapport à la résolution qui a été lue, qui a clôturé les travaux de ce sommet des pays arabes. Donc je l'avais dit tout à l'heure, d'une manière très très succincte, moi il me semble que pour voir ce qui va advenir de ces résolutions dans l'avenir, il faudrait déjà qu'on se pose la question sur le bilan de toutes les résolutions qui ont précédé. Pour preuve, cette ligue existe quand même depuis un temps très important, depuis 77 ans. Autre chose, moi il me semble, puisque la rencontre s'est tenue à Alger, et comme l'a souligné M. Ben Hedda, quand même une journée historique, une journée symbolique pour le peuple algérien, c'est malheureusement une autre fois une instrumentalisation éhontée des dates historiques et donc de l'histoire de notre pays. Autre chose, nous l'avons constaté, il me semble, et tout le monde a fait cette interprétation, le régime algérien, le pouvoir de fait, en perte de vitesse, en manque de légitimité, a un but à travers l'organisation de cette Ligue arabe, de ce sommet des pays arabes en Algérie, c'est d'essayer de récolter une certaine aura politique. C'est d'essayer d'avoir ou de s'arroger une certaine légitimité. Justement, en ce qui concerne cela, je termine par là, s'il te plaît, Amira, moi, il me semble que le plus important, c'est de se poser la question. Maintenant, le sommet est terminé, quid pour la situation politique en Algérie? Est-ce que le fait d'avoir pu héberger ce sommet au niveau de l'Algérie, est-ce que c'est la fin, c'est la solution de tous les problèmes que vivent les Algériens? Bien sûr que la réponse est non, puisque le problème crucial, c'est un problème de manque de légitimité. Justement, concernant... je souhaite vous poser cette question. Pensez-vous que le président Abdelmadjid Tebboune souhaite justement s'appuyer sur ce sommet pour les élections présidentielles de 2024 ou est-il trop tôt pour le dire? Moi, il me semble que toutes les actions que les gouvernants effectuent, c'est dans ce but-là. C'est pour essayer de faire accroire à l'univers entier, aux pays étrangers, que c'est un pouvoir légitime, que c'est un pouvoir élu légitimement par les Algériens et que c'est un pouvoir qui est voulu par son propre peuple. Or, nous l'avons bien vu, depuis 2019, la réponse est non. Depuis 2019 à nos jours, le divorce est consommé entre le peuple algérien et le pouvoir algérien. Donc là, essayer de s'arroger une légitimité, c'est bien cela. Essayer de récolter des dividendes, effectivement. Essayer d'avoir une certaine aura à l'extérieur, effectivement. Mais c'est surtout également, indépendamment de l'aura qu'il voudrait avoir au plan international, c'est d'essayer de donner un message de stabilité et au niveau de la consommation médiatique interne. Il me semble que c'est le seul but. Pour ma part, en tout état de cause. Par ailleurs, le plus important, c'est d'essayer d'apporter des solutions aux problèmes cruciaux que vivent les Algériens. Et ces problèmes cruciaux sont surtout des problèmes d'ordre économique et des problèmes liés aux droits et libertés. Et là, il me semble que le but, le plus important, si on veut vraiment le mchiml, comme c'est devenu une formule à la mode, il me semble que l'Algérie doit renouer avec l'Afrique. Nous sommes un pays africain. On a tendance à l'oublier. Nous sommes un pays africain et nous sommes des États de l'Afrique du Nord. Donc le but essentiel, c'est d'essayer de multiplier et de conforter les synergies avec la Tunisie, avec le Maroc, avec la Mauritanie, avec les pays du Sahel, etc. Moi, pour l'anecdote simplement, Amira, déjà quand je faisais mes études à la faculté de droit, déjà à l'époque, et ça remonte quand même à certaines longues années, je dirais pas combien, on avait déjà à l'époque un module, un séminaire qui s'appelait l'intégration maghrébine. Même si le terme maghrébine est sujet à caution, mais ceci étant, déjà depuis de longues années, la réflexion se faisait sur les mécanismes à adopter pour essayer de fédérer les énergies au niveau de l'Afrique du Nord et de sortir de cette dépendance éternelle et en plus, il me semble, stérile par rapport à un monde arabe qui se cherche. Il continue à se chercher, il est déchiré par des conflits intermittents, il est déchiré également par les problèmes d'ordre économique, que ce soit la dépendance sur le plan alimentaire et que ce soit la détresse hydrique, le problème de l'eau.
Pour preuve, 22 pays arabes importent 80% de leur nourriture. Donc c'est ça les problèmes les plus importants qui se posent à ces États et qui se posent à leur peuple. C'est pas simplement de venir faire une petite réunion pendant une journée ou une journée et demie, lire des déclarations de principe qui ne comportent que de simples vœux pieux dont l'efficacité et l'effectivité restent à démontrer. Merci, maître Sadat. Votre avis? Je réagis donc, c'est ça. Vous réagissez au fait, est-ce que... Je réagis sur deux aspects. Sur l'aspect légitimité, etc., 2024, n'est-ce pas? Mais aussi sur l'aspect résolution, etc., sur le sommet, puisque c'est ça la transition, si j'ai bien compris. Moi, j'aimerais dire juste attirer l'attention sur attention. Dire la Ligue arabe, on a dit ce qu'on en pense. C'est-à-dire que la Ligue arabe, de mon point de vue, à un moment donné dans l'histoire, elle était dans un sens des luttes nationales des peuples, etc., anti-impérialiste, anti-colonial, etc. Notre moment, donc, on a vu à partir des années 70 en moins, c'est-à-dire en moins depuis Camp David, en moins, c'est-à-dire en 70 à 78 avec cette compagnie, on a vu, c'est-à-dire que ce courant, etc. D'ailleurs, quand on parle d'islamisme, etc., il est venu se greffer sur l'échec du nationalisme arabe. Il a pris le relais en quelque sorte à partir de la fin des années 70 et dans les années 80. Mais ce que j'aimerais dire attention, c'est pas uniquement les résolutions de la Ligue arabe qui n'ont pas été, et les résolutions de l'ONU. Absolument. La 191, la 242, etc. Sur la Palestine, par exemple. Et donc, c'est-à-dire, la question n'est pas la question, c'est que la réalité, pour changer les choses, c'est un rapport de force réel, politique sur le terrain, etc., des luttes des peuples, etc. Et que les résolutions, ce qui est écrit, etc., ben, on peut écrire, on peut les mettre dans un tiroir en plus, etc. Donc, c'est-à-dire, ce que disait Mahmoud Abbas tout à l'heure, dans son intervention, en tout cas sur les résolutions, etc. Bon, je veux dire, l'ONU, pas seulement l'ONU, je veux dire. Et on a vu d'ailleurs que le rapport de force militaire aussi, des puissants, ben, ils peuvent intervenir dans des pays à ce moment-là sans résolution et sans l'ONU, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait ailleurs, etc. Et que donc cette histoire de résolution, moi je pense qu'il faut relativiser énormément les choses de ce point de vue. Et aussi, c'est-à-dire par rapport à l'intégration maghrébine, l'intégration arabe, etc., etc. Non, et nord-africaine, etc. Il faut relativiser les choses de mon point de vue, c'est-à-dire parce que quand on le dit comme ça, ben, on a l'impression qu'on va faire donc l'union avec Mohamed VI et avec je sais pas qui, alors que c'est des dictateurs. Donc il faut qu'on leur oppose la volonté des peuples quand même. On dit, c'est-à-dire il faut que la démocratie, il faut qu'elle soit au Maroc, en Algérie et ailleurs, etc. Que cette unité possible, etc. N'aura de sens dans l'histoire que si elle incarne et elle exprime cette aspiration des peuples. Et les peuples aspirent avant tout à la liberté, à la justice sociale, etc. Donc c'est dans ce cadre, donc c'est un mouvement, c'est une dynamique qui doit non seulement se baser sur la question des libertés, etc., et le combat pour des libertés démocratiques, l'égalité, etc., etc. Donc, c'est-à-dire ça intègre tout le combat démocratique dans son sens le plus large, mais aussi le combat pour la justice sociale, parce que si on a les libertés, c'est aussi pour changer les choses dans le sens du progrès, donc dans le sens de l'égalité sociale, économique, etc. Et j'aimerais juste terminer en disant que le contexte aussi, il est marqué par au niveau géopolitique, etc., par ces recompositions au niveau mondial, la guerre en Ukraine, etc. Et donc, c'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose d'assez aussi intéressant, normalement, c'est-à-dire le sommet arabe se tient dans ce contexte de recomposition, etc., de nouvelles polarisations, etc., qui peut intervenir. Et à ce moment-là, il va falloir dire aussi que sur ce sujet que cette tendance à laisser entendre qu'il faut se mettre dans tel camp contre tel camp, etc., en termes de puissance, nous on considère que non, que Poutine aussi c'est un autocrate et c'est un dictateur, et qu'il a attaqué l'Ukraine, etc., même si l'Ukraine et Zelensky, etc., aussi sont alliés de l'OTAN, que nous, d'ailleurs, on revendique sa dissolution, si ça se trouve, pourquoi l'OTAN existe, comme pourquoi ces superpuissances armées se fédèrent, etc., contre qui, si ce n'est contre les peuples, et pour imposer leur diktat. Donc de ce point de vue, c'est-à-dire se mettre de ce côté ou de ce côté, nous pensons encore à ce sujet-là, qu'il faut des solutions démocratiques où c'est les peuples qui doivent, c'est-à-dire prendre les rênes de leur destin, etc., sur le plan démocratique, parce qu'on nous a parlé tout simplement de, je sais pas, du message de Poutine pour le sommet arabe. C'est pourquoi j'ai trouvé moyen de, etc. Cela dit, on est pour la démocratisation des relations internationales. C'est-à-dire sans démocratisation, il ne s'agit pas de dire, on veut pas d'un seul pôle.
qui fait la dictature, on veut 2 pôles qui font la dictature. Non, on est contre la dictature, qu'elle vient d'un pôle, ou de 2 pôles, ou de 3 pôles, et qu'il faut donc se battre pour la démocratie dans les relations internationales au profit des peuples, évidemment. Votre Voilà. message est passé, Monsieur Rachidi. Monsieur Benhadda, Kalim Tabou, ancien détenu politique, a fait une déclaration aujourd'hui et il a souligné que ce sommet ne va pas évoquer les droits de l'homme. Oui, bien sûr, il a totalement raison. On peut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des pays tous présidés ou dirigés par des dictateurs. On va dire 99% ou 98%. On peut, sur les 22 pays, on peut prendre 2 ou 3 pays qui peuvent aspirer encore à une démocratie. On avait l'exemple tunisien, finalement, il a complètement dérapé. Donc, on n'a pas une démocratie claire, prospère sur les 22 pays. Donc, ils vont pas évoquer quelque chose. C'est une question qui fâche. Question qui fâche. Et la principale question qui est fâche, c'est les droits de l'homme. Nous, on a plus de 300 détenus d'opinion. En Égypte, il y a plus de 30 000, je crois. Hein. C'est énorme. Il y a un journaliste en Égypte, il a purgé sa peine. Il n'est pas sorti. Alech, non, ne sors pas. Tu restes en prison comme ça. C'est incroyable. En Algérie, on a Mustafa Ben Jama, par exemple. Il n'y a pas de décision de justice pour son ISTN. Mais non, tu ne sors pas du territoire. C'est comme ça. Donc, c'est incroyable. C'est pas il y a des pays qui ont des lois antidémocratiques, mais parfois en Algérie, parce que sur le plan de la loi en Algérie, par exemple, c'est un pays modèle. On a une constitution modèle sur le plan de la loi. On a le multipartisme, on a la liberté d'expression, le non-emprisonnement des journalistes, non-emprisonnement des hommes politiques, tout est clair. Mais en réalité, c'est totalement autre chose. Donc, ils n'appliquent même pas leurs lois. Leurs lois, déjà, ils ne les appliquent pas. Alors là, appliquer des résolutions qui sont contre leurs avis ou leurs opinions. Donc, on n'attend rien de cette... Si ce n'est, ça porte bénéfice juste au régime algérien parce que le président Tebboune, il n'a rien à vendre sur le plan interne. Il n'a rien à vendre. Il a juste le sommet arabe. Il peut quand même se targuer de faire quand même... Il a ramené tous les pays arabes, tous les chefs d'État, ils sont là, toutes les agences de presse. Ça peut servir de starter, ça peut servir de starter pour 2024 Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair parce qu'il n'a rien. Même en 2024, si ça continue comme ça, dans sa campagne électorale, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. J'ai réalisé quoi. Un sommet arabe. Un sommet arabe. Donc il doit avoir quelque chose sommet arabe. Ils vont le. Non, mais présenter. J'aimerais rajouter quelque chose parce que finalement c'est une question. Je l'avais dit au début, elle est intéressante, mais elle est de plus en plus intéressante quand on commence à la traiter. Dans le contenu de la résolution, évidemment, il n'y a pas de condamnation. C'est le déni total. Il n'est dit à aucun moment dans le corps de la résolution qu'il y aurait des violations des droits humains. Soyons sérieux. Donc, bien au contraire, tous les États réunis, vous l'avez dit et je pense que vous avez raison, ce sont des régimes autoritaires, ce sont des régimes despotiques, ce sont des régimes dictatoriaux. Ils vont certainement pas reconnaître qu'ils sont l'auteur de violations de libertés individuelles et collectives. Donc là, c'est le déni total. À aucun moment, il y a une condamnation de ce chef. Bien au contraire, c'est des remerciements à n'en plus finir, des satisfecits et des vœux pieux pour l'avenir. Donc là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'à l'issue des travaux de cette Ligue des pays arabes, on puisse trouver un texte faisant état de la réalité criarde des dépassements et des atteintes flagrantes aux droits de l'homme. Autre chose, moi, il me semble que lorsque je parlais tout à l'heure et je reparle et je maintiens mon idée, l'intégration au niveau de l'Afrique du Nord, ce n'est pas une nouvelle idée, c'est une idée qui existait déjà lors de la guerre de libération nationale. Ça a été rappelé à moult reprises, que ce soit dans la déclaration de la proclamation du 1er novembre, ça a été déclaré également dans la conférence de Tanger en 1958. Là, il s'agit, c'est pas de dire ce sont des régimes autoritaires, c'est bien avant par l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine, exactement. Merci Amira, effectivement. Donc c'est pas, on est tous d'accord que les régimes qui composent, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et autres, seraient des régimes autoritaires. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de se pencher sur les problèmes
purement technique et purement économique. Là, quand on parle de l'intégration, c'est sur le plan économique. On va mettre ensemble nos énergies, une synergie de tous les efforts de tous ces États pour apporter des solutions et réguler et apporter des solutions aux problèmes socio-économiques que vivent les peuples. Et là, il y a un exemple qui existe, l'Union européenne, tout de même. Qu'ont-ils de plus? Pourquoi on va pas partir en brèche. Il faut aller dans ce sens-là lorsqu'on parle de l'intégration. Moi, mon schéma habituel, mon schéma naturel, mon continent naturel, c'est l'Afrique et c'est l'Afrique du Nord. Quant à la Ligue arabe, ça reste le point d'interrogation. L'ex-président tunisien, si vous vous en souvenez, il voulait supprimer les passeports, par exemple, dans la frontière. Il voulait mettre juste la carte d'identité. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, oui, mais donc la question... les efforts, c'est dans ce sens-là. Je ne dis pas que les États sont démocrates. Alors, c'est pas moi qui vais dire une chose pareille. Et qu'il faudrait penser au peuple. Oui, nous sommes pour l'Afrique du Nord, l'Afrique des peuples. Cela va de soi. Et c'est pour répondre aux problèmes que vivent ces peuples-là qu'il faudrait mettre tous nos projets, se projeter dans la résolution. Est-ce que cette intégration des peuples se fera contre ces régimes, sans ces régimes ou avec ces régimes, ou c'est ces régimes qui vont la mettre en place? La question, c'est cette intégration, est-ce qu'elle va profiter, par exemple, sur le plan économique, par exemple, elle va profiter aux oligarques algériens, marocains, etc., ou elle va profiter... Faisons déjà des efforts dans ce sens-là, et on verra par la suite, n'est-ce pas? Non, pardon, Au lieu de tout focaliser sur la Ligue des pays arabes, focalisons sur notre environnement naturel Afrique du Nord. Non, la question est fondamentale. La question est fondamentale, n'est pas technique, elle est fondamentale. D'ailleurs, si on parle du sommet arabe dans le sens qu'on est en train de dire, on est en train de dire des régimes despotiques, etc., c'est dans le sens de dire qu'il faut changer les choses. C'est pas dans le sens uniquement de caractériser. On n'est pas à Sciences Po. Je veux dire, en tout cas, moi, j'agis comme militant. Je veux dire, ça veut dire pour changer les choses. Donc bon. Donc l'intégration, etc., économique, si elle ne profite pas à ce Donbass, aux travailleurs, au peuple et aux populations, etc. Si elle profite à des oligarques, à des entités, à ces régimes d'ailleurs despotiques, etc. En quoi ça va nous faire avancer? Alors, ce qui est possible de faire, au moins si, par exemple, ces régimes despotiques sont dans une logique, au moins, de résistance, par exemple, d'une domination impérialiste. On peut estimer que, bon, par rapport à une domination impérialiste, mais là, ils sont même pas dans cette logique, attention. Ce que fait Ben Salman et ce que fait le truc, etc., c'est un jeu géopolitique, d'alliance, etc. Mais ce qui est fondamental pour eux, c'est la sauvegarde de ces régimes. En 2024, moi je vous le dis franchement, c'est-à-dire moi je pense qu'il faut quand même ne pas poser le problème de mon point de vue, en termes de dire que Tebboune va se présenter un deuxième mandat en 2024 en fonction d'un bilan, et dans le bilan il va y avoir le congrès, le sommet arabe, et ça va être quelque chose là, comme si on était en démocratie. Non. En 2024, Tebboune pourrait être deuxième ou troisième, on arrive au un cinquième mandat. Non, elle respecte les formes. Oui, mais ce n'est pas en termes de bilan que la question se pose. La question se pose où on est en démocratie à ce moment-là, c'est-à-dire dès le congrès, le sommet arabe l'hybride, mais c'est-à-dire en 2024, le débat sera bien plus important, bien plus profond que ça, ou bien on n'est pas en démocratie, donc le rapport de force ne le permet pas, et à ce moment-là, en 2024, le régime fera passer le président qu'il veut, etc. C'est-à-dire que la question, c'est une question aussi de lutte et de rapport de force politique, etc. qu'il faut construire. Ce que dit M. Rachidi, quand même, le PST, c'est un parti important quand même dans le côté du RCD. C'est pourquoi l'opposition en Algérie n'arrive pas à décoller, parce que elle fait dans les solutions, on va dire, illusoires, des solutions difficiles à réaliser. Moi, en tant que journaliste, par exemple, pendant le Hirak, quand je recevais l'opposition, la première, quand je leur demande sur les solutions, ils disent, bon, première solution, c'est que Tebboune parte. Or que c'est pas possible, il peut pas partir. Il faut donner des solutions qui peuvent en parlant de 2024. Non, avant d'arriver à 2024. Personne ne demande aujourd'hui. Non, avant d'arriver à 2024. C'est juste sur les élections présidentielles. Pour dire que, c'est-à-dire pour faire ces unions régionales,
on ne peut pas attendre, selon M. Rachidi, on doit attendre d'abord la démocratisation de la région. On se bat pour. Oui, mais c'est illusionniste. Ça peut pas arriver. Je suis pas étonnée que tu fasses Pourquoi ça ne peut pas arriver? une remarque de ce genre. Je suis pas étonnée. Oui. Parce que non, Il faut se battre pour les libertés démocratiques. Tu dis, il faut se battre. Non, il faut se battre. Juste, il faut pas. C'est-à-dire, si on peut faire l'union, ce que Maître veut dire, si on peut faire une union du Grand Maghreb avec des despotes, qu'on la fasse. C'est pas grave. On va en profiter aux oligarques. Despotique, C'est pas... Non, mais ça va en profiter au peuple. Par exemple, si vous allez voir ce qui se passe aux frontières maintenant entre la Tunisie et l'Algérie, entre le Maroc et l'Algérie, même en bas, ça profite au petit peuple. Tahrib et tout, c'est vrai, c'est illégal, mais ça profite au petit peuple. Ça profite pas aux oligarques. Aux oligarques, ils attendent pas l'ouverture des frontières ou de l'union pour On parlait de droits de l'homme. Attendez, Amira. Oui. Désolée, mais je peux pas laisser passer une chose pareille. Vous ne pouvez Il pas vient- laisser il- une chose Non, pareille. désolée, Oui, non, désolée. Allez-y. Non, allez-y. il a dit quelque chose, je ne peux pas rester inerte. Il faut que je vais réagir aussi. Oui, mais si on reste uniquement dans la réaction, Non, on va juste pouvoir avancer dans nos thèmes. Non, Allez-y. parce qu'il a dit C'est à vous de gérer. quelque chose Allez-y, oui. qui sans doute a dépassé sa pensée. Enfin, j'espère que ça a dépassé ta pensée en disant que l'opposition n'arrive pas à décoller. C'est bien ce qu'il vient de dire. Il vient de déclarer, et il prétend aussi que lorsqu'il a posé des questions à des représentants de partis politiques de l'opposition, personne n'a su... Il a donné son avis en tant que journaliste. Voilà. Alors, tu te rappelles pas quand je suis venue à ton émission, moi j'ai décliné la feuille de route du RCD de l'époque pour la transition démocratique. Donc, il faudrait quand même tempérer un petit peu les déclarations que l'on fait quand il s'agit de fustiger, mais c'est incroyable. Non, je fustige pas. Non, je fustige J'ai remarqué, pas. c'est récurrent. Non, Ça je revient à chaque fustige fois. pas. On impose, on essaie de comment dire, ça devient presque de la terreur. Les partis de On est en train de remettre en cause l'existence même des partis, etc. Voilà, c'est complètement extraordinaire. Ah non. Nous ne sommes pas ici. Moi, dans pour ton être- émission aussi, Monsieur, on a proposé l'Assemblée constituante, on a proposé tout. Si on avait On était dans le même combat pour la transition démocratique. Madame, on va pas être dans l'invective. Nous avons parlé de droits. Nous allons avancer dans l'émission. Nous avons parlé de droits de l'homme. Revenons à un homme. Il s'agit du général à la retraite Ali Rdiri, l'un des plus anciens détenus politiques depuis 2019, je précise. Sa sortie de prison est prévue pour juin 2023, à 8 mois de sa sortie. La Cour suprême a accepté l'appel de la défense afin qu'il soit rejugé. Il a été jugé en première instance après 27 mois et 10 jours de détention préventive. Maître Feta Sadat va nous dire si c'est réglementaire ou pas. Maître Feta Sadat, votre avis sur ce procès d'un procès anachronique? Bien. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Rdiri Ali est en détention depuis juin 2019. Condamné pour 4 ans. Oui, il a été condamné par un arrêt du tribunal criminel d'appel à 4 ans de prison ferme. Donc, il est libérable en juin 2023 après avoir purgé sa peine. Ceci étant, et je trouve que c'est une très bonne chose, le pourvoi en cassation qu'il a introduit contre l'arrêt de condamnation de 4 années de prison ferme a été cassé par la Cour suprême. Donc, la conclusion ou l'effet inhérent à cette cassation, c'est qu'il aura droit à un autre procès, toujours au niveau du tribunal criminel d'appel. Et là, toutes les supputations sont permises et peut-être qu'il sera acquitté, pourquoi pas? On peut espérer l'acquittement? Bien sûr, on peut espérer un acquittement. Et une réhabilitation de ses droits non, politiques? la réhabilitation, c'est autre chose. Donc là, on parle de condamnation. Donc l'arrêt de condamnation ayant été cassé, il est anéanti, c'est comme s'il n'a jamais été prononcé. Donc il aura un autre procès devant le tribunal criminel d'appel d'Alger. Et là, toutes les prévisions sont possibles. Il peut être condamné à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, peut-être encore. Il peut également être acquitté. Et là, s'il est acquitté, il sortira le jour même. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on lui souhaite. Pas une condamnation de 4 ans. Et il peut avoir plus. Tout à l'heure dans l'édito, monsieur Rachidi, tout à l'heure dans l'édito de Sophia Harris, elle se posait la question, pourquoi ce monsieur a passé autant de temps en prison? Qui a peur du général Rdiri?
à la retraite. Moi, je pense que évidemment, Monsieur Orderi donc est un détenu politique, évidemment. Mais il n'y a pas qu'Orderi. On est en train de parler d'Orderi. Bien sûr. À ma connaissance, le dernier chiffre après les fameuses libérations, alors que tous les militants qui ont rejoint leur famille, ils étaient condamnés quelque part. Donc ils sont condamnés à 1 an, etc., avec des amendes, etc. Et là, on parle encore en moins de 260. Et les interpellations se poursuivent, On c'est-à-dire parle, qu'il y a des libérations. et ça continue, c'est-à-dire on arrête, c'est-à-dire le lendemain de ces genres t'as déjà dit, le poète, le jeune qui a été arrêté, d'autres, etc. Mais il y a au moins 260, on parle de 260 détenus. Tout à fait. Politique et d'opinion encore. Donc l'Orderi, il fait partie et c'est pas forcément C'est quand même un cas particulier, Oui, c'est un d'accord. ancien candidat. D'accord, je à la donnais vraiment présidence. mon point de vue. Bien sûr, je vous l'écoute. Et peut-être il n'est pas le plus ancien, hein, c'est-à-dire détenu, parce que... Depuis 2019, je crois. Oui, depuis 2019 peut-être. Sinon, Depuis on évoquera, 2019, mais, sinon, on peut évoquer d'autres détenus. D'accord. Bien sûr, il faut. Nous, on exige la libération de tout le monde, c'est-à-dire tous ces procès, etc. On appelle, etc. C'est-à-dire nous, on considère qu'ils n'ont pas lieu d'être et que justement, c'est-à-dire le combat pour les libertés dont on parlait tout à l'heure, c'est celui de la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinion dans notre pays, et que justement, c'est-à-dire soit enfin on revient, c'est-à-dire à une transition démocratique justement, c'est-à-dire où le peuple algérien puisse avec tous ses courants, ces tendances, etc., puissent s'exprimer, etc., dans l'avenir, et qui passerait par l'élection d'une assemblée constituante, de notre point de vue. Mais le combat, d'ailleurs, c'est un combat, je veux dire, c'est un combat essentiel et immédiat, je veux dire, et il faut interpeller le pouvoir sur ces contradictions. C'est-à-dire, on va falloir dire, tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de cette histoire de menaces à l'extérieur, de front intérieur, etc. On ne peut pas faire un front intérieur en réprimant le peuple. Parce que le front intérieur, c'est avec le peuple, c'est pas contre le peuple. Et donc, c'est-à-dire, il faut que le peuple puisse être dans des conditions de liberté démocratique, etc. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, moi je vois sur Facebook, etc., mais pas seulement, même dans les journaux télévisés, etc., que l'Algérie, après le 5 juillet, défilé, on a des sous-marins, je sais pas quoi, on a des avions dernier cri, je sais pas, comme si on allait pouvoir résister sur le plan militaire, alors que c'est pas sur le plan militaire. Les Vietnamiens, machine sur le plan militaire. Les Algériens, Djabou l'Istiqlal, mais oui, parce que, donc, c'est-à-dire, il faut que les peuples puissent justement constituer, être dans cette résistance et de façon, donc, organisée, de façon indépendante, de façon libre et souveraine, pour qu'on puisse défendre notre souveraineté. Et donc, c'est-à-dire, encore une fois, pour revenir à la question, puisque ça concerne M. Orderi, bien sûr, on est pour la libération immédiate de M. Orderi. On ne peut pas s'en féliciter, le fait qu'il va se libérer en juin. Parce qu'on trouve que c'est inadmissible qu'on arrête un Algérien ou une Algérienne par rapport à ses attitudes ou à son activité politique. Donc on est pour sa libération immédiate. Et on considère que si le pouvoir politique en Algérie en ce moment, il est dans une logique de dire, bon, il y a des menaces, etc., il faut un front, il faut apaiser, etc., dans le sens où ils ont libéré quand même quelques militants, quelques activistes, etc. Pas assez. Non, il va falloir prendre justement, il y a le 1er novembre, ils auraient pu prendre cette décision, de dire, bon, on libère, basta, c'est bon, on a arrêté des gens pour rien. D'ailleurs, ceux qui sont en train d'être libérés ont bon parti aussi, ceux qui sont acquittés. C'est-à-dire ils ont été en prison. Ils ont été en prison pour pourquoi? Et donc c'est-à-dire cette du régime, etc., doit s'arrêter immédiatement parce qu'elle est en train, parce qu'à travers ça, le pouvoir est en train aussi de construire le fossé justement qu'il est censé ne pas construire avec le peuple. Il parle de Jazair al-Jadida. Eh bien, ils doivent lever toutes les entraves à l'exercice effectif. Et non pas dans les constitutions, des libertés, etc. Et ils orientent aussi les politiques économiques et sociales, puisqu'on doit parler du social dans le sens de garantir le plus de justice sociale. Il faut rappeler, encore une fois, je ne sais pas si on va parler des luttes sociales. J'aimerais dire un mot là-dessus. On a vu, ça fait pas longtemps,
On n'a pas fini sur la question des droits humains. Voilà, monsieur, On n'a monsieur pas encore le réagi président, sur ça, donc faut attendre. Votre avis, donc je ne sais pas, parce que- après, on finit avec, On a parce pas fini. qu'on parle en général de tous les détenus. Il n'y a pas de préférence d'un détenu, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on évoque le Karderi, on nous dit, oui, mais c'est un détenu. C'est quelqu'un qui a quand même 3 ans et demi en prison, et 3 ans et demi en prison, et là, la Cour suprême accepte... Il y a toujours, même quand Tabou, Boumela, ils étaient en prison par C'était- les deux. C'est des symboles C'est quand même. des, oui, C'est tout c'est des comme détenus Ali, politiques détenus comme d'opinion. tous les autres On détenus, dit les par militants exemple- aussi. Exactement. Moufida, on a été heureux de sa libération Ah oui, récemment, etc. Vous imaginez Moufida, 17 mois Voilà, après, 17 sera mois en quitté. prison C'est et terrible. ensuite acquitté. Voilà. Donc Erdeli peut bénéficier d'un Je acquittement. pense que Erdili, c'est le procès du pouvoir lui-même. C'est le procès du système, pas du pouvoir. C'est le procès du système. Pour lui, je pense que c'est un message clair pour les militaires qui sont en retraite de ne jamais sortir en dehors de l'institution. Parce que Erdili, il allait cavaler seul, il allait cavaler contre, on va le dire, contre Gaïd Salah et tout. Gaïd Salah. Donc c'était Cavalier seul, c'est-à-dire que Erdeli, Seul- on lui reproche sa contribution qui était antérieure au Hirak, celle de novembre Oui, mais ça- 2018 ça, sur le les journal outils- Lointain. Oui, les outils, ils trouvent, ne vous inquiétez pas, ils trouvent les chefs Il avait 5 d'inculpation. mandats, il avait mais 5 mandats qui politiquement- pointaient du nez. Donc en oui, 2018, évidemment. Politiquement, c'est une institution militaire, je pense qu'elle lance un message clair aux militaires qui veulent avoir des ambitions politiques. Faites attention. Voilà, on les a tous sortis, à part lui. Donc pour moi, c'est un message et c'est vraiment grave parce que il avait quand même, on l'a vu dans ses conférences de presse, il avait quand même un projet, quand même. C'était une république. Il voulait une république. Il voulait une deuxième république. Il voulait quand même de la prospérité, mais dommage. C'était en général à la Mais retraite. l'Ardéry, mais Et- pour et- le cas d'Ardéry en plus. aussi, c'est-à-dire on exige sa libération, comme je l'ai dit, je le répète, Ouais. etc. La question n'est pas là. Mais l'Ardéry aussi, c'est-à-dire, il était perçu aussi comme Une menace. comme une tendance du système par rapport à une autre tendance à l'époque dont tu viens de citer Gaïd Salah ou Mais une tendance- le cercle Bouteflika, etc. Mais une tendance- Et lui, il était dans un autre groupe. Et donc, c'est-à-dire, il s'est présenté comme candidat, il a mené la campagne, etc., à partir de 2018 pour se présenter, etc., alors qu'il était inconnu. Je veux dire, l'Ardéry, c'est pas quelqu'un qui est connu par son militantisme politique ou quoi que ce soit. Il est sorti de nulle part, donc de l'institution militaire. l'institution Et il était militaire, là. c'est Et nulle donc, part. il est victime, fondamentalement, de ce règlement de compte, de ce combat entre les Ajniha, comme appelle le Sera, al-Ajniha. Maître, Et on exige la libération de l'Ardéry et de tous les détenus, les 260 sur les 300 qui restent détenus politiques et d'opinion. Alors, rajouter juste un point sur les détenus d'opinion. Je pense que le pouvoir va continuer dans sa politique de détenus d'opinion. Justement, on ne Toujours, comprend elle pas va trop. euh, arrêter. Il en libère Pourquoi quelques-uns, ça nous soulage. Oui. Pourquoi Et Parce ensuite, que- il y a des interpellations d'autres militants le lendemain. Oui, si vous en souvenez, au début du Hirak, on demandait la démocratie. On demandait, bon, non 5e mandat, mais on demandait la démocratie, la liberté. Mais on s'est réduit après à demander la libération des détenus. Pour eux, pour le pouvoir algérien, c'est détourner les revendications, détourner l'opinion. Maintenant, personnellement, presque les militants, à part les partis politiques qui sont toujours dans leur rôle de revendiquer des revendications Ceux qui ne sont politiques. pas interdits, suspendus comme nous. Voilà, Ouais, et ce qui ouais. est dommage pour le PSD. Même le reste, hein, même les Mais autres partis, pour le les- RCD, on vient de lui interdire son université d'été, des choses comme ça. Je veux dire, Mais- ça ne veut pas dire qu'il y a une activité politique. Exactement, mais pour les militants, on s'est réduit à revendiquer seulement la libération des détenus d'opinion au détriment de la démocratie, de la liberté et tout cela. Donc le pouvoir, je pense, va continuer encore dans sa politique Bien sûr, de détention dans cette abusive. contradiction, un mot, je rappelle que pour nous, pour les militants et sympathisants, etc., du PST, qui est donc, j'ai dit, suspendu, etc., et moi je suis là donc comme militant politique et non pas pour vu cette décision que nous avons au moins un certain nombre de camarades qui sont en ce moment poursuivis. Donc le 20 novembre prochain, c'est Sadaq Aqrour qui était président d'APC de Barbacha. Nous avons Samir Larabi qui était journaliste connu, etc., qui est harcelé aussi du côté du commissariat de Naba. On a Rachid Idir, le frère de Achour Idir, Allah yarhamou, comme on dit, le fameux secrétaire général du CLA après Rouane Ousmane, son frère Rachid, donc qui est harcelé. On a Vilias Touati et Nonour Hamamouch à Béjaïa. On a un camarade Wael du côté de Constantine. On a une camarade Amira aussi qui sont fichés, harcelés, etc. Ce sont des centaines, Voilà, des centaines de le militants. camarade Meddour aussi, avec Sadaq Aqrour Barbacha, qui sont convoqués, qui doivent passer sous prétexte qu'ils auraient donc pas mis les moyens de l'APC pour encourager les élections
prison, quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'impensable, je veux dire, donc, comme quoi, c'est-à-dire que le harcèlement et les restrictions sur les libertés, etc., continuent de plus belle. Maître Il va Sadat. falloir le dénoncer. Oui, quand moi j'aurais souhaité que l'on donne plus d'importance à ce volet Absolument. très sensible et qui nous concerne au premier chef, concernant la situation dramatique et alarmante des droits humains en Algérie, chez nous. Donc là, c'est vrai que les gens sont en jubilé, et c'est normal, ils ont applaudi à la libération de certains détenus d'opinion, et c'est tout à fait humain. Cependant, il ne faut pas oublier, au premier abord, qu'il fallait même pas qu'ils soient arrêtés. Oui. On a tendance à oublier que ces gens-là, Oui, on s'est ces femmes-là, félicité Injustement incarcéré. ont été arrêtés d'une manière tout à fait arbitraire pour avoir osé donner un point de vue, ou alors pour avoir partagé une vidéo, pour avoir mis un like sur un statut, etc. Donc la première outrance, la première violation, il faudrait pas quand même mettre de côté, c'est le fait que les arrestations étaient sans aucun fondement légal. Et pire encore, le recours abusif à la détention provisoire, alors que la loi et même la constitution algérienne, elle dit clairement et nettement que la détention provisoire est une mesure purement exceptionnelle. Or là, on a vu que c'est devenu le principe général, et l'exception est devenue c'est le principe, c'est le recours abusif à la détention provisoire. Après, donc, comme on avait cité le cas de Moufida, 17 mois de détention, par la suite un acquittement. Ceci étant, il ne faut pas oublier aussi que ce sont des jugements qui ne sont pas définitifs. Donc le procureur de la République, bien entendu, est susceptible d'appel. Donc on est content. L'épée de Damoclès est Mais bien toujours sûr, là. mais bien sûr, ils sont tous en liberté provisoire. Ils ne sont pas libérés d'une manière définitive. Donc il y aura certainement des procès en appel. Et là, autre chose, à côté de ces quelques libérations, parce que quand on fait le décompte, il n'y a pas un grand nombre par rapport à l'acharnement qui continue sur le terrain. Exact. Parce que là, l'acharnement qui continue sur le terrain, c'est ça qui attire notre attention au premier chef. Alors, je ne vais pas faire la liste comme l'a fait Monsieur Rachidi, c'est pas le lieu, il me semble, de nombreux jeunes, il y a Tadjardid. Mais ceci étant, il y a... Tadjardid qui doit être jugé. On a Bouziza Abdelhamid disparu je vais en parler. depuis 15 jours. Il y a... donc, Tadjardid, il est arrêté pour la 4e fois. Pour la 4e fois. À chaque fois qu'il y a un événement, on préfère le mettre à l'ombre. Donc, elle a été placée sous mandat de dépôt jeudi dernier. Et l'appel contre la détention provisoire va passer le mercredi prochain devant la cour d'Alger, chambre d'accusation. Il y a juste ce matin, un de nos militants, Merchish Nassar, qui est en détention, qui a écopé de 1 an de prison ferme. En appel, ça veut dire que la décision elle est définitive. Donc il va passer son année. Il a été condamné en septembre dernier à 1 année de prison ferme par le tribunal de Marouana. Aujourd'hui, c'était la décision au niveau de la cour de Betna. Et la cour de Betna a confirmé purement et simplement sa condamnation à 1 année de prison ferme. Nous avons, nous aussi, 2 autres militants de Msila, Kemel Gou et Mohamed Othman, qui sont en détention. Et leur affaire criminelle va passer et programmée pour le 5 décembre. Il ne faut pas oublier aussi que l'ex-président du RCD, il est à son 11e mois de contrôle judiciaire. D'ailleurs, il a rendez-vous demain avec le juge d'instruction près le tribunal du... Oui, mais monsieur Mohsin Belabès. Donc demain, il a rendez-vous avec le juge d'instruction du tribunal du Sendé pour émarger une énième fois en contrôle judiciaire depuis janvier 2022. Ça va faire bientôt 1 année. Le président actuel, Atmel Mazous, il attend une décision qui sera rendue le 7 novembre par la cour de Bougie, etc., etc., etc. Et je passe tous les noms. Là, on cite des noms, mais il faut pas. C'est une panoplie. Mais il faut mettre en évidence. Il faut mettre en évidence que il y a des atteintes aux droits humains. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui sont en détention, lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qu'elles ont commis comme forfait? Elles n'ont fait qu'appeler à un changement démocratique. Ils sont sortis lors de la Révolution du Sourire en février 2019 et se retrouvent embarqués dans un engrenage qui n'a pas de fin. Le jeune, voilà, ça me vient à l'idée, je l'avais oublié, le jeune Aït Saïd Abdenour, il a été condamné la semaine dernière à 18 mois de prison ferme. Bon, il est en liberté provisoire et le 6 novembre, il a 2 procès qui l'attendent au niveau de la cour de Blida. Donc c'est un acharnement
inimaginable Oui. et terrible. Et là, moi, au lieu d'applaudir, nous applaudissons bien entendu Leur libération, mais la ça libération, reste- il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes en présence d'une atteinte flagrante à la loi fondamentale du pays, qui garantit le droit de réunion, le droit de circuler, le droit de manifester, la liberté d'expression, le droit de créer des partis politiques, et les partis politiques ont la liberté d'expression. Donc nous sommes en présence de l'ineffectivité de l'ensemble des dispositions de la Constitution algérienne. Pour preuve, il y a au moins 44 articles, tous liés aux droits et libertés dans la Constitution. Mais comme tout à l'heure on avait parlé de la résolution des pays arabes, de la Ligue des pays arabes, qu'en est-il de l'effectivité? C'est bien beau d'avoir un texte extraordinaire, mais ce serait encore mieux si ce texte-là était effectif. Or là, nous sommes en train de vivre une situation terrible, une situation du tout sécuritaire. Du tout sécuritaire. Monsieur Rachidi, est-ce que vous pensez que maintenir cette répression, c'est le but étant de museler, étant de... Et bien entendu, c'est-à-dire nous l'avions caractérisé ensemble à l'époque du PAD, etc. Et on a parlé de passage en force. On a dit que les élections n'étaient pas démocratiques La feuille de route. et transparentes, etc. On a dit que même le taux de participation, Oui, mais on a vu sur la on- légitimité, tout ça. Donc ça, on l'a dit. Donc le régime veut se maintenir, veut se restaurer, et se renouveler, etc. En imposant en quelque sorte ses dictats. Donc ça veut dire qu'il faut faire taire et qu'il n'y ait pas Mais d'opposition qui va politique. faire qu'il n'y ait vivre pas- le parterre politique? Il y a des élections en 2024. L'Algérie a besoin de partis Oui, mais politiques, elle a besoin oui, de... mais vous savez, Amira, et vous l'avez remarqué comme nous tous, qu'ils ont créé, je sais pas combien de partis après 2019. Oui. Ils ont créé un certain nombre de partis, sauf je sais pas quoi, ils ont créé un certain nombre de partis. Donc il peut y avoir 30, Mais 30 40 inexistant partis. sur la- Il peut y sur avoir la plein de scène. candidats en 2024. Ne vous en faites pas pour ça. Par contre, je veux rebondir sur une question fondamentale. C'est qu'on parle de la répression des droits de l'homme. Combien même la question des libertés, etc., est prioritaire, évidemment. Mais la question sociale, par exemple, les lois qui limitent les droits de grève, c'est quoi? C'est aussi une atteinte aux libertés syndicales. Le droit de grève est garanti par la Constitution, par ailleurs, hein. Pourtant, mais là, c'est-à-dire on est en train Il de est discuter garanti. des limitations, des restrictions, de la représentativité au niveau syndical, etc. C'est-à-dire à compliquer les choses. C'est-à-dire que quand bien même le droit de grève peut être inscrit dans la Constitution, mais ensuite sa mise en œuvre, normalement, des travailleurs, on veut faire grève, on fait grève, parce qu'on a des revendications, c'est comme ça. Alors, non seulement on l'a compliqué, déjà au passé, par les préavis, etc. Il faut 8 jours, ben, la grève après 8 jours, alors on est, bon. D'ailleurs, la dernière fois, la SNTF, c'est pas la première fois, les cheminots, par exemple, ils font grève sans préavis, d'ailleurs. Donc, les luttes sociales, on a l'éducation, particulièrement le secteur de l'éducation. Mais, et d'autres secteurs, je veux dire, où on avait des explosions sociales. Mais ce qu'il faut dire, il faut dire que la question sociale, elle est fondamentale. Combien même nous parlions depuis tout à l'heure des libertés, mais quand on voit le pouvoir d'achat et l'inflation et la régression encore, c'est-à-dire déjà nous parlions, Ça reste une liberté déjà nous fondamentale du parlions citoyen. depuis le Hirak, etc., Bien sûr. sur la dimension sociale, et que le Hirak devait prendre en considération, au contraire, ceux qui disaient on n'est pas des tubes digestifs, etc. Ben, regardez ce qui se passe en France et ailleurs, les gens se battent pour améliorer leurs conditions de vie, pour le pouvoir d'achat, etc., contre le chômage, donc il faut des politiques économiques et sociales différentes. Nous, on considère que c'est fondamental, et on va rappeler que l'érosion du pouvoir d'achat, alors qu'il y a déjà quelques années, on disait que la moyenne salariale en Algérie, vous savez qu'elle est... récemment, nous étions presque parmi les rares qui le disent, on disait ça à chaque fois dans les vidéos, etc., quand on passait, que la moyenne salariale en Algérie, elle est la plus basse dans le bassin méditerranéen. Ah, dans tout le nord africain. Libye, qui sont en guerre, etc. Il faut le dire, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et que le SNMG en Algérie, avec 20 000 dinars, que 2 000 dinars, ils étaient heureux, alors que c'est quoi 20 000 dinars? C'est moins de 100 euros. Ça veut dire on est à 90, 95 euros. C'est ça le SNMG en Algérie, alors qu'on est dans un pays riche, alors qu'on est en train de nous dire les contrats, etc. Et pour désamorcer... Mais il y a des promesses d'augmentation salariale. Et pour Il y a désamorcer- des promesses d'augmentation salariale. Oui, et justement, c'est pour désamorcer. On annonce qu'on va faire des améliorations dans l'avenir pour calmer, et en janvier, on va voir que c'est des miettes.
On va voir comme d'habitude que les augmentations des salaires du SNMG ou des retraites, etc., ça va pas correspondre au taux de l'inflation, ni au taux de l'inflation, ni au rattrapage du pouvoir d'achat depuis plusieurs années. Et ça, le dernier mot là-dessus, si vous le permettez, c'est juste, je voulais dire que il faut que la question sociale et économique soit au centre aussi de nos préoccupations, et que le combat pour les libertés n'a de sens que s'il a ce contenu économique et social, c'est-à-dire la justice sociale, en plus des libertés démocratiques. C'est ça le combat, c'est ça les deux jambes de notre combat pour avancer. Maître Sadat, c'est le dernier mot. Allez-y, votre dernier mot. Ah bon, c'est fini? Oui, c'est fini. Donc, deux petits derniers mots. Donc, les questions sociales, très intéressantes par ailleurs, et importantes et fondamentales, ça nous ramène toujours à la nature du régime en place. Donc, un régime en manque de légitimité ne peut pas se préoccuper du confort social et économique à son peuple. Donc le problème revient à la mise en place, au retour à la légitimité. Et là, ça peut pas être sans des élections libres, transparentes et qui reflèteraient réellement la souveraineté populaire. Autre chose, puisque l'autre question importante, c'est la question des droits humains et des détenus d'opinion. Indépendamment des quelques petites libérations que l'on a vues dernièrement, je vais oublier de souligner que il y a monsieur Chafouch Amar, il a été condamné à 3 ans, excusez du peu. À 3 ans. Mais la liste est tellement longue. Absolument. Donc là, moi, il me semble qu'il faut revenir à l'origine de nos revendications en tant que militants des droits humains, en tant que militants politiques, la libération inconditionnelle, et ceci n'est pas suffisant. C'est la réhabilitation pleine et entière, avec présenter des excuses. Quelqu'un qui est resté 17 mois pour être acquitté par la suite, même si l'acquittement devenait définitif, il a subi un préjudice moral et physique et matériel incommensurable. Donc c'est la réhabilitation, et enfin arrêter toutes ces poursuites et ces arrestations, et donc revenir, redonner la voix au peuple, et revenir donc à l'application des dispositions de la Constitution concernant un état de droit. Monsieur Khalef Ben Hadda, vous pensez qu'on peut espérer la libération de ces centaines de détenus? Nous avons Nekez qui sort le 14 prochain, le 14 novembre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de... Tant qu'il y a des libérations, tant qu'il y aura des arrestations. Des interpellations. Donc, pour nous, la question des détenus d'opinion reste toujours chez le pouvoir, parce que pour lui, c'est la seule chose qu'il a pour détourner l'attention des principales revendications telles que la démocratie, la liberté d'expression. Juste pour dernier mot, c'est que tout à l'heure, peut-être j'ai mal exprimé l'idée, c'est que certains partis politiques et certains hommes politiques et certains qui étaient dans la radicalité, surtout pendant le Hirak, ce qui a fait précipiter l'échec du Hirak, c'était ça, c'était la radicalité. Ce n'est plus le mot de la fin, là. Voilà. Mais beaucoup de partis politiques ont des projets, je pense que c'est juste pour la précision. J'ai pas attaqué. Non, merci infiniment. Vous avez apporté votre précision. Nous espérons la libération de tous les détenus d'opinion, car l'Algérie, qui a choisi le 1er novembre afin d'organiser le sommet arabe, les valeurs de novembre sont la liberté d'opinion, la liberté de s'exprimer et de voir libérer les détenus qui sont depuis plusieurs mois en prison et pour certains depuis plusieurs années. Merci infiniment, messieurs, d'avoir été parmi nous. Merci, madame. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci à vous.